place maintenant à Bruno Cheviron, qui est chargé de recherche à INRAE, animateur d'une équipe travaillant sur l'optimisation de l'irrigation. Il est là. Et Bruno, avec vous, on va parler évaluation des besoins en eau des cultures et évolution avec le changement climatique. Quelques éléments d'analyse, de prospective et de recommandations d'usage. Tout à fait. Et pour commencer, si je peux me permettre de m'aventurer hors de ma zone de confort, Allez. Pour faire suite à la présentation d'Ariane, et parce qu'on est juste avant la pause, le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Tocqueville, 1841. Ceci dit, malgré tous mes titres honorifiques et la manière dont tu m'as présenté, je vais faire comme mon collègue et néanmoins ami Eric Soquet ce matin, rester assez prudent par rapport à l'interprétation des résultats que je vais proposer et les voir plutôt comme une entrée méthodo avec quelques premières illustrations. Donc je vais vous parler de l'évaluation des besoins en eau des cultures en regardant quelle peut être leur évolution avec le changement climatique, donc de l'analyse, un peu de prospective et quelques recommandations d'usage. La source de ce travail, c'est une étude qui est commanditée par le ministère de l'Agriculture, qui est toujours en cours, pour établir une base de connaissances pour l'évaluation des PTGE. Donc là, on traite d'un volet plutôt hydro-agro, mais il y a aussi un volet économique et financier, et sur les filières, dont mon collègue Sébastien Loubier va parler tout à l'heure. Pour l'action qui nous concernait, il s'agissait de produire une base de données sur les besoins en eau des cultures, pour les différentes cultures, en fonction du rendement visé, du type de sol, du type de climat et des pratiques d'irrigation. Donc toute la première partie de la liste, c'est des données, c'est un contexte, et les pratiques d'irrigation, c'est ce qu'on peut choisir, c'est notre levier d'action. Pourquoi il est nécessaire de quantifier ces besoins? Pour toute une série de raisons. D'abord des raisons techniques, pour permettre leur stockage, la transparence, l'accessibilité des données, leur représentation graphique d'une manière que j'espère intelligible, sous forme d'ABAC. En arrière-plan, il y a aussi des raisons tactiques, c'est que ça permet d'objectiver les discussions, de se passer des positions de principe autant que possible. Sur un plan opérationnel, d'informer les décisions des irrigants et celles des gestionnaire. Et on a quasiment un plan éthique ou philosophique qui est aussi de pouvoir identifier et promouvoir les bonnes pratiques dans la logique INRAE de voir l'eau comme le bien commun. Donc il faut se donner un cadre de représentation graphique pour ce travail. Donc on a un rendement... donc on va choisir comme cadre de ces représentations ce qu'on appelle la fonction de production. C'est-à-dire le rendement qu'on peut obtenir en fonction des quantités d'eau qui sont apportées. Si on n'apporte pas d'eau, on est juste sur un rendement pluvial qui va dépendre du cumul de pluie, mais aussi d'un certain nombre d'autres choses, de la chronique des pluies, du remplissage initial du sol et des caractéristiques du sol en termes de réserve utile. J'attire votre attention sur le fait qu'on peut avoir plusieurs éléments quasiment du même ordre de grandeur. Donc le remplissage initial du sol, le cumul de pluie et la réserve utile. La chronique de pluie elle-même, elle a une importance capitale qui fait qu'on ne peut pas raisonner uniquement en cumul. Avec la petite illustration que vous avez en bas, si on prend une pluie de 100 mm qui tombe tout à la fin de la saison, elle ne va pas servir à grand-chose. Par contre, 100 mm répartis en 3 fois au milieu de la saison, c'est plutôt intéressant. Donc là, j'avais parlé de ce qui conditionnait le rendement obtenu en conditions purement pluviales. Mais dans la vraie vie, le plus souvent, on peut irriguer. Et quand on irrigue, a priori, on augmente le rendement, on obtient donc la fonction de production. Ça permet au passage de distinguer les irrigations déficitaires des autres. Et la différence par rapport au cas purement pluvial, c'est qu'on va rajouter de l'irrigation, donc caractérisable par son cumul, mais aussi par sa chronique. Et à nouveau, on ne peut pas raisonner uniquement en cumul, et la chronique, comme pour les aspects liés à la pluie, a une importance capitale. Donc on ne peut pas uniquement raisonner en quota, il faut aussi raisonner en stratégie. Comment on apporte ce quota? Est-ce qu'on apporte tout ce quota, par exemple? Donc on a vu qu'il y avait plein de déterminants du rendement qu'on peut obtenir. C'est-à-dire il y a plein de croisements de cas à effectuer concernant différents types de cultures, différents types de sols, les conditions initiales, les stratégies d'irrigation. Et donc l'enjeu pour nous, c'était d'arriver à constituer notre plan d'expérimentation, notre plan d'expérience, de manière à illustrer le plus large croisement de cas possible. Donc par rapport aux cultures, on s'est porté plutôt sur les grandes cultures. Par rapport aux descriptions nécessaires pour le sol, on s'est appuyé sur des cartes fournies par les collègues d'Orléans, en écrivant le sol à partir de sa réserve utile multipliée par sa profondeur, qui donnait une capacité de stockage, en le décrivant par
le ratio entre la réserve facilement utilisable et la réserve utile, qui traduit l'accessibilité de l'eau. On a aussi croisé avec plusieurs niveaux de réserve initiale qu'on a exprimé en termes de différents remplissages de la réserve utile. Ensuite, on a regardé l'effet du climat en prenant 3 grands types de saisons. Une saison moyenne, une saison avec un printemps sec et une saison avec un été sec, avec en tête le fait que ça ne posait pas le même genre de difficultés, ou ça ne posait pas les difficultés aux mêmes personnes. Un printemps très sec, a priori, c'est plutôt un problème pour les gestionnaires. Un été très sec, c'est plutôt pour l'irrigant. On a considéré plusieurs quotas ou disponibilité totale de l'eau, on les appelle comme on veut. Et par rapport aux stratégies d'irrigation, c'est notre métier. Donc on a fait beaucoup de tests différents en considérant des stratégies de type tour d'eau, j'irrigue oui ou non, ou j'ai des règles de report, exprimées éventuellement en fonction des pluies passées ou des pluies prévues. On a pris différents niveaux de déclenchement dans des stratégies dites au capteur. Et on a croisé ça avec la survenue d'arrêtés préfectoraux plus ou moins sévères, suivant le type d'année climatique dans lesquelles on était. Néanmoins, on n'a pas fait cette étude sur toute la France ni sur toute la culture, comme je l'ai dit. On a ciblé les régions avec les surfaces irriguées les plus importantes. Dans ces régions, on a ciblé des zones qui étaient bien documentées en termes de surface cultivée, quelle culture, quel type de sol, quelle météo. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on a dû travailler avec des données qui sont très disparates, hétéroclites, provenant de sources multiples. De temps en temps, c'était des statistiques départementales, de temps en temps des stats communales sur les orientations technico-économiques. Par rapport aux cartes de réserve utile des sols, c'est un croisement en fait de cartes de texture et de profondeur des sols. Par rapport à la nécessité d'avoir des données climatiques pour faire tourner le modèle, on s'appuie sur un réseau de stations, le réseau Radome, mais aussi des stations auto, manuelles, enfin, différentes caractéristiques, différentes qualités. Et vous avez compris que tout ceci et ce travail de préparation était nécessaire pour formater les données, pour les faire tourner dans notre outil de simulation. Donc l'outil, c'est OptiRig, pour la génération, l'analyse et l'optimisation de scénarios d'irrigation. Comme Rohan l'a mentionné tout à l'heure, c'est le modèle maison, avec lequel on peut travailler sur différentes familles d'espèces. Ici, plutôt la famille des grandes cultures. Alors, comment ça fonctionne? C'est un outil à 2 couches, on peut dire. Il y a une couche externe dans laquelle on fait tout ce qui est numérique, gestion des simulations, préparation des runs. Donc, c'est là qu'on va faire entrer nos hypothèses, nos croisements, disons, entre les forçages climatiques, les paramètres descriptifs du sol et de la plante, les contrôles qu'on choisit pour l'irrigation. C'est comme ça qu'on nourrit le modèle. Ensuite, on rentre dans la couche interne du modèle, qui tourne au pas de temps journalier, qui fait les calculs hydro-agro, calcul de développement de la plante, de bilan hydrique, production d'indicateurs, rendement et irrigation cumulée. Et ensuite, on exporte ça vers un support de représentation ou autre. Et comme on avait plusieurs millions de simulations à faire, on a dû utiliser un cluster de calcul de l'Université de Montpellier. En parlant bien du micro. OK. Donc pour les sorties produites, là, il y a uniquement le cas du maïs qui est représenté, mais il y a quand même environ 1 million de runs. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on ne voit rien. C'est une grosse patatoïde. Déjà, rien que pour le rendement pluvial, il y a énormément de variabilité. Pour le rendement irrigué, ouais, on voit vaguement se dessiner une fonction de production, mais il faut un petit peu en être persuadé quand même. Par contre, quand on commence à prendre des sous-ensembles des données, quand on regarde sur la zone 4, les bons sols, par exemple pour un faible remplissage initial, on voit quand même des choses se dessiner avec une importance de l'année climatique. Il y a une très nette différence entre une année moyenne et une année de sécheresse estivale. Et par exemple, si on regarde juste ce cas-là, une année plutôt sèche, il faut bien avoir en tête que tout le reste est fixé, du coup. La dispersion qu'on va observer, elle est uniquement due à ce qui reste comme étant non fixé, c'est-à-dire la stratégie d'irrigation. Donc on a à la fois une tendance assez nette qui se dessine avec l'irrigation, mais aussi une très grosse importance de la stratégie d'irrigation. En résumé, on est sur la structuration de la base de données et la production d'ABAC. Les résultats seront accessibles, c'était dans le contrat avec le ministère, avec plusieurs niveaux d'autorisation une fois le projet terminé, c'est-à-dire dans quelques mois. L'extension est envisagée à
plus de territoire, plus de culture. Oui, parce que justement, jusqu'alors, les résultats, c'était à partir de données climatiques passées. Oui, de données climatiques. Ouais, c'est ça, c'est de situations passées bien documentées, sur lesquelles on fait tourner le modèle. Et l'idée, c'est de pouvoir se projeter à l'avenir. L'idée, c'est de pouvoir se projeter à l'avenir en utilisant des scénarios climatiques professionnels, pas comme ceux qu'on peut faire nous sur un coin de table. Par rapport à ces perspectives de poursuite, utiliser les mailles safran pour nourrir le modèle, c'est peut-être très intéressant. On en a un petit peu discuté ce matin. Et il y a aussi plus globalement une réflexion sur les angles d'interrogation, les manières de voir cette base de données qu'on va constituer. Qu'est-ce qu'on en attend? Des infos quand même en ordre de grandeur sur la fonction de production, donc les rendements qu'on peut obtenir en fonction à la fois des cumuls utilisés, mais des manières d'utiliser ces cumuls. Regardez en particulier quel est le poids de la stratégie d'irrigation dans tout ça, et est-ce qu'on peut faire des recommandations par rapport à ces stratégies. Ensuite, quelle évolution avec le changement climatique? Donc, en reprenant une zone, la zone 4 qui a été ciblée précédemment, et en faisant des scénarios climatiques à la main, disons, on voit quand même apparaître des tendances, avec en fond la grosse patatoïde de tout à l'heure, une tendance qui serait de dire que si ça c'est une année sèche actuelle, une année sèche future, ça sera plus grave. Donc l'irrigation, elle sera nécessairement déficitaire, quasiment. Et ensuite, les questions, comme on n'a pas fait énormément de runs sur cette configuration-là, les questions portent sur l'ordre de grandeur des résultats, la dispersion, la forme de la fonction de production même. Est-ce qu'elle va garder cette tête-là? Et puis finalement, quelle réflexion ou recommandation on peut avoir? Ce qu'on observe, qui est assez classique, c'est que si on a des contraintes accrues, on va avoir un effet accru de la stratégie. C'est ce qui ressort de l'intervention de Claire aussi tout à l'heure. On peut considérer qu'une stratégie, elle va être efficiente si elle est adaptable à la pluie, c'est-à-dire elle vient complémenter la pluie et elle va être décidée en fonction de la chronique du besoin en eau de la culture. Mais pour être bien pensée, il faut aussi qu'elle tienne compte de l'état de la ressource régionale. Donc on est toujours dans la recherche de solutions qui ménagent la chèvre et le chou, comme on dit depuis tout à l'heure. Une suggestion, c'est peut-être évaluer le bien fondé de cette stratégie en s'appuyant sur soit la mesure, soit la modélisation, soit les deux, de la réserve utile, plutôt que sur un quota qui possède des inconvénients. Je pense que Dominique, tu as évoqué ce matin. Le quota, ça peut être soit trop peu. Il est défini à l'avance et on ne sait pas trop si c'est le résultat d'études quantifiées ou pas. Et ce qu'il y a en arrière-plan dans un projet qu'on a mené conjointement avec Dominique et Ludovic qui s'exprimera tout à l'heure, c'est aussi que les stratégies bien pensées dans ce sens-là ou dans un sens proche de celui-là peuvent être récompensables. Et ce qu'on se proposait de faire dans ce projet-là, c'est les juger bien pensées ou vertueuses, même si c'est un grand mot, à l'aune de deux manières de voir qui sont complémentaires. C'est-à-dire que l'irrigant doit certainement faire des efforts, mais il a un mérite, il peut avoir un mérite à faire ces efforts quand il est vraiment question de préserver la ressource régionale. Donc voilà, une manière d'évaluer ce qui peut sortir de ce projet-là. On n'a pas encore écrit le rapport final ensemble, mais une des sorties de ce projet-là, ça peut être de proposer cette forme de méthodologie. Merci beaucoup. Et voilà pour moi. Super. Du coup, on comprend... oui, évidemment, n'hésitez pas à l'applaudir. On comprend bien que l'idée, c'est que cette méthode d'analyse soit réutilisable, là aussi, dans des exercices de planification et de prospective.